Bonjour à tous. Le pacte éducatif global, c'est une initiative que le pape François a lancée en septembre 2019. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce pacte éducatif global? Pour aider à rentrer dans cette question et dans cette dynamique, plusieurs personnes autour de moi aujourd'hui. Philippe Richard, qui est le secrétaire général de l'OIEC. Qu'est-ce que c'est que l'OIEC? C'est l'Office international de l'enseignement catholique, donc l'organisme mondial qui rassemble les acteurs de l'enseignement catholique et les fait réfléchir ensemble. Avec moi aussi, Louis-Marie Piron, qui est délégué général au secrétariat général de l'enseignement catholique et plus particulièrement chargé des relations internationales, car vous l'avez compris, il y a une dimension aussi internationale de ce pacte éducatif qui concerne l'ensemble de la planète. J'ai avec moi aussi Michael Gah, qui est chargé de mission au département éducation du secrétariat général de l'enseignement catholique. Alors, ce temps de présentation sera constitué de 6 étapes. Ce webinaire va avoir un petit temps d'introduction, ce sera à mon tour dans quelques instants, et puis ensuite nous entrerons avec Philippe Richard dans les coulisses du pacte éducatif global. Mais pour que tout cela ne soit pas que théorique, eh bien, nous aurons des exemples de mise en œuvre par Louis-Marie Piron, tant en France qu'à l'étranger, et nous réfléchirons ensemble dans un temps ultérieur sur comment s'inscrire finalement dans cette dynamique du pacte éducatif global. Nous le ferons à plusieurs voix. Enfin, il y aura un temps pour répondre aux questions que vous aurez pu poser, soit en amont de ce webinaire, soit pendant ce webinaire, car vous savez qu'avec la fonction de chat, vous avez la possibilité de réagir en direct. Enfin, il y aura un temps de présentation de quelques ressources et documents. Alors, entrons dans cette introduction générale. Qu'est-ce que ce pacte éducatif global? Je le disais il y a quelques instants, une initiative lancée par le pape François en septembre 2019 et dont le calendrier s'est trouvé passablement ralenti, évidemment, par l'épidémie de Covid qui nous a tous impactés. Ce pacte repose sur une conviction profonde du pape qu'il a énoncée pour la première fois dans l'encyclique Laudato Si, au numéro 215. Je le cite, le pape dit ceci: « L'éducation sera inefficace et ses efforts seront vains si elle n'essaie pas aussi de répandre un nouveau paradigme concernant l'être humain, la vie, la société et la relation avec la nature. Autrement, le paradigme consumériste transmis par les moyens de communication sociale et les engrenages efficaces du marché continuera de progresser. » Pour le dire autrement, le pape invite tous les hommes et femmes de bonne volonté à œuvrer ensemble pour une transformation profonde de l'éducation, seule à même, selon lui, d'impulser les changements sociaux, écologiques et spirituels. Et ces trois aspects sont évidemment indissociables les uns des autres. Donc, pour impulser ces changements sociaux, écologiques et spirituels dont notre monde a besoin, afin de lutter contre les mécanismes consuméristes et individualistes qui écrasent l'homme et détruisent la planète, l'éducation, selon le pape, doit permettre de voir autrement, nous l'avons entendu, l'être humain, la vie, les relations au sein de la société et le rapport à la nature, à la création. Continuons d'écouter ce qu'il disait cette fois-ci il y a quelques semaines, le 15 octobre. Le pape disait ceci: « Nous considérons que l'éducation est l'une des voies les plus efficaces pour humaniser le monde et l'histoire. L'éducation est surtout une question d'amour et de responsabilité qui se transmet dans le temps, de génération en génération. L'éducation se propose comme un antidote naturel à la culture individualiste qui quelquefois dégénère en un véritable culte du moi et dans le primat de l'indifférence. Notre avenir ne peut pas être la division, l'appauvrissement des facultés de pensée et d'imagination, d'écoute, de dialogue et de compréhension mutuelle. Notre avenir ne peut pas être cela. » Alors, vaste ambition, mais comment? Eh bien, ce que le pape nous propose, c'est d'œuvrer collectivement avec l'ensemble de la société à l'éducation. Continuons de l'écouter. Je cite à nouveau François: « Nous pensons que le temps est venu de conclure un pacte éducatif global pour et avec les jeunes générations qui engagent les familles, les communautés, les écoles, les universités, les institutions, les religions, les gouvernants, l'humanité entière. La valeur de nos pratiques éducatives ne sera pas mesurée simplement par la réussite d'évaluations standardisées, mais plutôt par la capacité d'influer sur le cœur d'une société
et de donner vie à une nouvelle culture. Un monde différent est possible et exige que nous apprenions à le construire, et cela implique toute notre humanité, tant personnelle que communautaire. C'est donc une invitation à tous. Poursuivons. Faisons appel, dit le pape François, faisons appel de façon particulière dans chaque partie du monde aux hommes et aux femmes de la culture, de la science et du sport, aux artistes, aux opérateurs des médias, afin qu'eux aussi souscrivent à ce pacte et par leur témoignage et leur travail qu'ils se fassent promoteurs des valeurs de soin, de paix, de justice, de bien, de beauté, d'accueil de l'autre et de fraternité. Nous ne devons pas tout attendre de nos gouvernants, ce serait puéril. Nous disposons d'un espace de co-responsabilité pour pouvoir commencer et générer de nouveaux processus de transformation. Autrement dit, ce que nous dit le pape de fondamental, c'est que ce pacte ne concerne pas seulement l'école, et certainement pas l'école toute seule, ni non plus les seuls éducateurs de métier. Ce serait un contresens. Le pacte éducatif global est une dynamique d'alliance à l'échelle de toutes les composantes de la société. François évoque ce proverbe qui dit que pour éduquer un enfant, il faut tout un village. Cela signifie non seulement que chacun y a sa place, mais encore que cette place de chacun est unique et irremplaçable. L'éducation est un acte global de toute la société qui a pour but de former l'intégralité de la personne. Alors, former l'intégralité de la personne, pour le pape François, c'est éduquer la tête, le cœur et les mains. Une conviction directement liée à l'expérience de Jorge Bergoglio, alors cardinal de Buenos Aires, qui se souciait grandement de l'avenir des jeunes défavorisés des favelas. Il fallait éduquer leur cœur, trop souvent marqué par la violence de ces quartiers aux mains des trafiquants d'armes et de drogue. Éduquer leurs mains, c'est-à-dire leur apprendre un métier qui leur permettrait de vivre autrement, mais aussi faire grandir leur corps par le sport. Et puis éduquer leur tête par l'école, par l'instruction, mais aussi par la musique, le théâtre, bref, tout l'univers de la culture. Pour cela, Jorge Bergoglio fit appel à tout le monde, des enseignants bien sûr, mais aussi des sportifs, des artistes, des chefs d'entreprise locaux. Et nous voyons, les bases du pacte éducatif global étaient posées, et elles furent érigées dans un mouvement qui est aujourd'hui une fondation de droit pontifical qui s'appelle Scholas Occurrentes. Nous y reviendrons dans quelques instants avec Philippe Richard. Alors, en quoi consiste le pacte éducatif global? Eh bien, dans ce décloisonnement et dans cette ouverture que l'on pourrait caractériser ainsi, mieux intégrer l'éducation dans l'école de la vie au sens large, mais pas une école de la vie dans laquelle chacun doit se débrouiller, mais un véritable village de l'éducation, ce village de l'éducation que le pape François aurait bien voulu réunir place Saint-Pierre pendant cette année qui a été marquée par le Covid, mais ça n'est peut-être pas encore complètement impossible dans les années qui viennent. Donc, pas un endroit dans lequel chacun doive se débrouiller tout seul, mais un véritable village de l'éducation en lequel chacun puisse apporter et trouver ce qu'il y a de meilleur aujourd'hui pour éduquer en vue d'un monde plus humain. Alors bien évidemment, cela concerne aussi l'école catholique, mais comme nous l'avons lu, pas seulement l'école catholique. Alors en quoi concrètement? Nous y reviendrons. Mais nous sommes prêts dès maintenant pour entrer plus profondément dans la genèse et la dynamique de ce pacte avec un témoin privilégié de sa genèse et de sa mise en œuvre, Philippe Richard, secrétaire général de l'OIEC. Merci Philippe, c'est à toi. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci au secrétaire général d'avoir organisé ce webinaire qui est très important parce que je crois qu'on a vraiment besoin énormément de parler de ce pacte éducatif. C'est un moment privilégié dans l'histoire de l'éducation et en particulier de l'éducation catholique. Et je crois qu'il ne faut vraiment pas qu'on rate ce rendez-vous. Et d'autant plus que le temps est court. Le pape nous l'a déjà expliqué plusieurs fois. On est vraiment dans une dynamique ici de changement. On n'est pas simplement dans un vœu pieux ou dans une espèce de proposition qui pourrait prendre du temps, qui serait simplement à mettre en œuvre. Non, il y a vraiment une urgence. Le pape a souvent parlé d'urgence éducative. Et je crois que c'est le moment ou jamais de reprendre cette idée de pacte et surtout d'essayer de comprendre ce qu'il veut dire.
Sachant que, par exemple, quand vous avez écouté le pape le 15 octobre dernier, vous avez peut-être été surpris que le pape n'ait même pas employé le mot école dans son discours. Il a parlé d'éducation, mais il n'a pas parlé d'école, ce qui veut bien dire que pour le pape, c'est pas l'école qui est la première personne, en quelque sorte, concernée par le pacte éducatif, mais c'est le processus même de l'éducation au sens large. Et l'école étant qu'un vecteur parmi d'autres, hein, comme l'a dit tout à l'heure Joseph, pour faire ce travail d'éducation. Alors, oui, en fait, le pacte éducatif mondial, c'est, du point de vue du pape François, c'est une histoire qui est longue, c'est vraiment une histoire qui est très longue, et il y a une maturation très forte de ce pacte à travers le temps, et à travers le temps du pape François lui-même, à travers l'histoire du pape François lui-même. On a rappelé tout à l'heure l'expérience du pape François lorsqu'il était simplement, je dis simplement, président de l'université catholique recteur, pardon, de l'université catholique de Buenos Aires, où déjà là, il raconte souvent que sa secrétaire, lorsqu'il était recteur, travaillait le matin pour l'université et partait l'après-midi pour travailler dans des écoles de la banlieue et des périphéries de Buenos Aires. Et ça avait beaucoup marqué, il en parle souvent. Et quand il a été lui-même l'archevêque de Buenos Aires, il a souhaité lancer une expérimentation qu'on appelle Schola Occurrentes. Joseph a fait référence à cette expérimentation-là. Et Schola Occurrentes, c'est vraiment le laboratoire dans lequel le pape François a essayé d'expérimenter ce qui aujourd'hui s'appelle le pacte éducatif mondial. Donc l'idée était effectivement de pouvoir aller aux périphéries, de quitter les centres-villes, des écoles qui souvent sont réputées les meilleures et qui accueillent les publics les plus riches, pour aller dans les périphéries, là où sont les pauvres, là où sont les exclus, là où sont les personnes qui ont le plus besoin d'attention et d'éducation, et de pouvoir, grâce à cette expérience, faire se rencontrer des publics et faire tout simplement une éducation qui soit centrée sur d'autres choses que ce qu'il appelle la dictature des résultats ou la prime de l'excellence, mais qui soit vraiment fondée dans une dynamique de la rencontre, de la culture du dialogue, de l'aide aux plus pauvres et de la recherche de solutions, en quelque sorte, pour avancer. Donc cette expérience vécue, on n'est pas là ici juste dans une élucubration intellectuelle ou spirituelle, c'est de l'expérience profondément vécue. Cette expérience vécue, le pape a considéré qu'elle pouvait avoir une portée universelle, et ce qui était possible de faire en Argentine pour le pape était possible dans le monde entier. Et c'est avec ce réseau de Schola Occurrentes que petit à petit est né ce discours-là du pacte éducatif mondial. Sachant que le discours s'inscrit aussi dans une galaxie, en quelque sorte, de différents événements et de dates qui coïncident à peu près. Je rappelle notamment qu'en 2000, puis ensuite en 2015, l'UNESCO avait organisé le Forum mondial de l'éducation. D'abord en 2000, où on a évoqué la question de l'éducation pour tous. Et puis ensuite, en 2015, à Incheon, en Corée, où là, les États ont déclaré un texte important qui s'appelle la déclaration d'Incheon, dans le texte dans lequel on retrouve un certain nombre d'éléments qui sont très importants et qui sont aussi des supports clairs et forts du discours du pape lui-même. Le pape a beaucoup utilisé toutes les réalités liées notamment à l'activité des organisations internationales pour tout simplement faire coller un discours qui est un discours qui vient de l'Église avec un discours qui est celui de la société civile, de la société internationale. Et c'est toute l'astuce de ce pacte, c'est qu'il est très incarné en fait dans la réalité de terrain des organisations internationales qui défendent le droit à l'éducation au sens large. On pourrait par exemple faire une petite étude, mais je pense que on va vous transmettre le PowerPoint que j'ai préparé et vous l'aurez, mais c'est un petit peu compliqué de le faire comme ça maintenant, mais
il y a quand même quelques éléments très importants. Ou si, par exemple, on analyse des articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je pense par exemple à l'article 26 sur le droit à l'éducation, notamment le paragraphe 2e de cet article 26, ou si on regarde, par exemple, l'article 28 de cette Déclaration universelle des droits de l'homme, ou même, si on revient au début, l'article 1 sur l'égalité entre les êtres humains, on va retrouver dans le discours du pape François des éléments qui collent exactement à ce texte et sur lesquels il apporte la valeur ajoutée de l'Évangile. Et c'est ça qui fait la force de tous ces textes-là. Le pacte éducatif mondial, il est aussi très ancré dans les encycliques que vous connaissez. Je pense par exemple à l'encyclique Laudato Si, qui avait déjà préparé en quelque sorte le terrain. Et puis ensuite, la dernière encyclique Fratelli Tutti, qui reprend aussi un certain nombre d'éléments qui sont très importants pour comprendre même le principe du pacte éducatif mondial. Et ce pacte est aussi enraciné dans des expériences apostoliques que le pape a pu faire. Je pense par exemple au voyage apostolique du pape François à Abu Dhabi, lorsqu'il a rencontré les responsables des Lazars, les responsables musulmans, et qu'ensemble, ils se sont mis d'accord sur des plus petits dénominateurs communs. C'est une forme de pragmatisme très, très intéressant, parce qu'on sait très bien que, par exemple, avec les musulmans, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on ne pourra jamais s'entendre. Par contre, l'idée, c'est qu'on recherche les plus petits dénominateurs communs et qu'à partir de là, on s'engage les uns et les autres pour, ensemble, créer les ponts, créer les ressources pour faire avancer des questions qui concernent l'humanité tout entière. Et ces questions, on les connaît, c'est la question de la paix, c'est la question de la justice sociale, c'est la question du climat, du respect des climats, enfin, la lutte contre la pauvreté. Personne ne peut être contre ces problématiques-là. Mais une fois qu'on les a énoncées, et une fois qu'on a considéré qu'on pouvait être d'accord pour les énoncer ensemble, pratiquement dans les mêmes termes, et en lien aussi avec un discours universaliste qui est celui des droits de l'homme, alors à ce moment-là, le chemin est prêt pour dire, mais il faut que toutes ces valeurs-là, elles soient transmises. Et comment les transmettre mieux que par le processus de l'éducation. Le processus de l'éducation est vraiment le processus par lequel on va pouvoir amener des générations nouvelles, les jeunes qui nous sont confiés dans les secteurs de l'éducation, qu'on va les trouver, qu'on va les chercher lorsqu'ils sont confiés à personne. Ce sont ces jeunes-là sur lesquels on va faire le pari de construire un monde complètement nouveau. Alors, par exemple, j'ai cité tout à l'heure l'article 28 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cet article, il dit en gros que tous les hommes ont droit à ce que règne un ordre international de paix et de justice pour que les présents droits et libertés, c'est-à-dire ceux qui sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, puissent prendre effet. Eh bien, c'est exactement là que le pape nous attend. Jusqu'à maintenant, cette notion d'ordre-là, de paix et de justice internationale, personne n'est capable de la construire. On est dans une forme de désordre international, le monde va mal, on se trouve face à des catastrophes humanitaires et des catastrophes climatiques, et personne n'est en mesure de proposer des solutions qui sont véritablement nouvelles et qui visent à renverser ces... Alors, le pape nous attend là et il nous dit, mais c'est à nous quand même de prendre la responsabilité avec les autres, pas tout seul, mais de proposer aux autres de commencer petit à petit à construire là ce nouvel ordre, entre guillemets, de paix et de justice internationale qui correspond aussi aux valeurs de l'Évangile, bien évidemment. Donc, vous voyez, le pacte est complètement intégré dans une dimension universaliste. On peut le porter aussi grâce à un certain nombre de textes internationaux. Il a été en quelque sorte expérimenté par Scholas Occurrentes et il est porté aussi aujourd'hui par un certain nombre de courants qui ne sont pas seulement des courants entre guillemets catholiques. Donc tous les ingrédients sont réunis à partir de là pour faire du pacte un vrai pacte, c'est-à-dire de créer des liens, de prendre des engagements les uns avec les autres
et de ses engagements autour même de l'éducation. Et c'est la force de ce pacte. Bon, Joseph a pris le temps de rappeler un certain nombre d'éléments. On pourrait évidemment à loisir comme ça reprendre tous les discours du pacte énormément. Moi, je les ai tous regardés. J'ai repéré à chaque fois le cheminement intellectuel et spirituel dans lequel le pacte est construit. Mais à la limite, on n'a pas besoin de ça. Ce qui est important, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire on doit aujourd'hui chercher à sortir des salles de classe. Voilà ce que nous dit le pape. Il nous dit on ne peut pas continuer à faire de l'éducation enfermé dans une salle de classe, parce que la salle de classe, c'est un lieu qui privatise en quelque sorte un groupe de jeunes ou un groupe d'élèves, avec des mécanismes qui sont propres à ce groupe de jeunes et à ce groupe d'élèves, alors que le monde a besoin justement qu'on déprivatise, que l'on aille à la rencontre des autres. Et il faut abolir ces murs virtuels en quelque sorte de la salle de classe pour aller à la rencontre de celles et ceux qu'on n'a pas l'intention ou la volonté ou la possibilité tout simplement de rencontrer. Et c'est avec eux, en changeant nos paradigmes éducatifs, qu'on va pouvoir s'inscrire vraiment dans cette logique un peu complexe, mais tellement importante du pacte éducatif. Alors, voilà, je ne vais pas continuer à parler encore trop longtemps parce qu'il y a d'autres orateurs, mais ce qui serait intéressant, c'est de voir justement comment, par exemple, à la lecture de ce pacte éducatif mondial, comment est-ce qu'aujourd'hui se pose la question de la formation des enseignants, comment se pose la question de comment faire école, comment faire l'école, comment se pose la question du lien entre l'éducation formelle, l'éducation non formelle, l'éducation informelle, le rôle de la famille, le lien avec d'autres lieux de formation qui sont par exemple les clubs de sport. Le pape adore le football, ça c'est clair, et pour lui le sport est vraiment un lieu très très important de formation. Bon, mais aussi les arts, la pratique d'un certain nombre de choses. Voilà. Donc je vais peut-être m'arrêter ici et on pourra peut-être à travers un certain nombre de questions poursuivre la discussion sur ce thème. Grand merci Philippe, on aura l'occasion de te retrouver dans quelques instants. Et alors évidemment, ce qui nous traverse peut-être l'esprit, c'est tout ça c'est bien joli, mais alors quelle forme ça peut prendre? Alors je suis heureux de donner la parole à Louis-Marie Piron, qui va pouvoir nous donner quelques exemples pour nous dire, voilà, tout simple, pour nous montrer que tout cela est déjà commencé et que c'est peut-être pas si compliqué. Louis-Marie, c'est à toi. Merci Joseph. Bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis d'être avec vous ce soir et je vais essayer effectivement de vous donner quelques exemples d'expériences qui sont vécues dans l'histoire récente de l'éducation en France ou à l'étranger. Des expériences qui sont certes antérieures au pacte éducatif global, mais qui me semblent le préfigurer. En particulier, préfigurer ce que dit le Saint-Père dans son message à l'occasion de la journée sur le pacte éducatif global le 15 octobre dernier. Je le cite, je reprends ce qu'a dit Joseph tout à l'heure en le citant également. « Le temps est venu de conclure un pacte éducatif global pour et avec les jeunes générations qui engagent les familles, les communautés, les écoles et les universités, les institutions, les religions, les gouvernants, l'humanité entière. » Voilà. Mais avant de vous donner ces trois exemples, j'aimerais revenir sur le mot « global ». Parce qu'on emploie indifféremment en français le terme pacte éducatif mondial ou pacte éducatif global. Est-ce qu'il y a une différence? Alors, c'est vrai que la notion de global, quand on prend de la traduction anglaise, elle se traduit par mondial, communément. Par contre, si on passe par d'autres langues, on va trouver des synonymes à global qui sont des mots comme intégral, complet, total, général. On peut donc considérer que ce pacte éducatif a une dimension globale mondiale, c'est-à-dire qu'il concerne tous les pays et toute l'humanité. On peut aussi considérer qu'il a une dimension globale locale, en ce sens qu'il invite tous les acteurs d'une même communauté de vie à conjuguer leurs efforts en matière éducative. Alors venons-en aux expériences que je veux vous présenter. Ces expériences ont été déclenchées pour l'une par le pragmatisme, ça se passe au Liban, on va y venir tout de suite, pour une autre, elle a été déclenchée par les conséquences d'un bouleversement historique, on ira en Italie, et enfin par l'émergence d'une opportunité de contact, de relation, et on reviendra en France.
Donc cette expérience que je veux relater, qui se passe au Liban, hein, qui encore une fois est bien antérieure au pacte éducatif global, mais qui le préfigure selon moi, elle se passe dans un établissement qui est situé à Jounieh. Jounieh est une petite ville de bord de mer à 20 km au nord de Beyrouth. Il s'agit du collège central des moines libanais maronites. Alors il faut savoir ce que les Libanais appellent collège, nous l'appellerions ensemble scolaire ou institution. Un collège au Liban englobe tous les niveaux d'enseignement, de la maternelle à la terminale. Il s'agit d'un gros établissement de plusieurs milliers d'élèves qui s'acquitte de sa mission d'instruction avec énormément de succès. Les résultats aux examens font pâlir de jalousie tous les établissements voisins. Mais en plus de cette instruction, c'est là que ça devient intéressant dans notre sujet, cet établissement propose, en dehors du temps scolaire, différentes offres pour ses élèves, bien sûr pour ses élèves d'abord, mais aussi pour tous les jeunes et les adultes qui vivent à proximité. Il faut savoir, je rajoute un élément, que dans le système libanais, les cours se terminent en tout début d'après-midi, ce qui laisse libre une bonne partie de la journée pour d'autres activités. Alors, que propose cet établissement? Alors, tout d'abord, il intègre une troupe de scouts. Cette troupe de scouts a ses locaux dans l'établissement. Alors vous me direz, on voit ça chez nous aussi, le chef scout vient solliciter le chef d'établissement qui met à disposition un local. Mais là non, c'est pas ça dont il s'agit. Là, il s'agit de la troupe de l'établissement. C'est-à-dire que la troupe de scouts qui est sur le champ du périéducatif, du tiers éducatif, est complètement intégrée à ce qui se vit dans l'établissement. Ensuite, cet établissement propose une garderie qui accueille les enfants dès l'âge de 4 mois. Cette garderie est ouverte tous les jours de 7h30 à 18h, ce qui rend d'énormes services à la population locale. On n'est pas là pour éduquer ou se faire un vivier d'élèves, l'établissement n'a pas besoin de vivier d'élèves, on est là pour rendre un service à la population locale dans un domaine éducatif ou pré-éducatif. Ensuite, l'établissement met à disposition pour ses élèves et pour l'ensemble de la population toutes ces installations sportives qui sont énormes, qui sont très très grandes et très très variées. Installations sportives, mais aussi installations culturelles. Et c'est comme si on compare avec ce qu'on connaît en France, c'est comme si un établissement scolaire avait en son sein des clubs de sport et puis un conservatoire de musique pour ses élèves et pour les autres. Hein, voilà. Alors ces propositions permettent de faire une offre éducative globale, mais elles permettent surtout d'optimiser l'utilisation des équipements et des ressources de l'établissement, en les mettant au service de tous. C'est là le côté pragmatique. C'est dans l'optimisation des ressources de l'établissement qui se met au service de tous. Il y avait une possibilité, et cette possibilité a été mise en œuvre. Changeons totalement de lieu, allons en Italie, voir une expérience qui est les conséquences d'un bouleversement historique. On est dans le nord de l'Italie, dans une petite ville qui s'appelle Reggio Emilia. Située au nord de l'Italie, je le disais, cette ville compte aujourd'hui à peu près 170 000 habitants. Juste après la Seconde Guerre mondiale, les habitants de cette ville sont traumatisés par la barbarie qu'ils viennent de vivre. Ils mènent alors une réflexion sur l'éducation en envisageant cette éducation comme une lutte contre l'ignorance et l'autoritarisme. Et alors à ce moment-là, toute la ville de Reggio Emilia s'engage dans un mouvement fort pour créer une pédagogie qui va favoriser l'émergence des potentialités et des compétences de l'enfant. Cette expérience se prolonge pendant plusieurs années, et dans les années 60, un pédagogue italien, Loris Malaguzzi, voit cette expérience et la transforme progressivement en véritable courant pédagogique. Et à ce moment-là, la ville va institutionnaliser un réseau de 34 crèches et écoles maternelles municipales en développant cette pédagogie alternative, basée sur une écoute attentive de l'enfant, la lutte contre les routines scolaires, le respect des différences, le dialogue, le débat, etc. Cette pédagogie promeut en fait une pratique de la démocratie à l'école. Ce n'est pas la seule à proposer cela, mais là où ça devient intéressant par rapport à notre sujet, c'est que dans le besoin de communication et d'écoute réciproque pour développer cette pédagogie, les acteurs de cette petite ville de Reggio Emilia ont pris pour habitude d'entrer en dialogue avec l'environnement proche, afin de recréer autour des écoles une communauté éducative où tous, familles, enseignants, citoyens, ont à cœur de se préoccuper et de s'impliquer dans l'éducation des plus jeunes. L'école n'est plus un lieu isolé, l'école n'est plus une enceinte close à l'abri des regards, les parents y sont impliqués quotidiennement ainsi que tous les citoyens de la ville. Là où c'est intéressant, c'est qu'au fil des années, et après maintenant plus de 50 ans d'existence, il est de coutume de surnommer cette ville de Reggio Emilia
la ville éducative. Le monde anglo-saxon considère que cette pédagogie fait désormais partie des pédagogies alternatives connues de par le monde. En France, elle est encore relativement méconnue. Restons en France justement pour aborder cette troisième et dernière expérience qui a émergé par opportunisme dans une petite ville sous-préfecture de province où une année scolaire, un nouveau chef d'établissement arrive dans l'établissement catholique. Et puis un nouveau proviseur est nommé dans l'établissement public et les deux apprennent à se connaître. Les deux petits nouveaux apprennent à se connaître et développent progressivement une relation professionnelle de bonne qualité. Le chef d'établissement, par ailleurs, se lie d'amitié avec le directeur du centre social, avec qui il pratique le VTT le week-end. Et leurs sorties sont l'occasion évidemment de quelques efforts physiques, mais aussi d'échanges sur des questions relatives au management de structures sociales, point qu'ils partagent ensemble, mais surtout sur des problématiques éducatives et sur des questions relatives aux politiques éducatives locales. Les enfants de ce chef d'établissement font aussi des activités sportives, comme tous les enfants de cette ville. Ils sont investis dans des clubs de sport, et puis ce qui rapproche ce chef d'établissement des entraîneurs, des responsables de clubs, etc. Enfin, à la paroisse, le chef d'établissement rencontre le procureur de la République, qui fréquente la même paroisse, avec qui il partage sur des questions relatives aux jeunes et à la justice. Bref, tous ces adultes qui sont en relation les uns avec les autres d'une manière ou d'une autre, pour des raisons différentes, tous ces adultes sont au contact des jeunes. Chef d'établissement, proviseur, directeur du centre social, entraîneur sportif, procureur de la République, mais aussi, évidemment, les élus, et puis les forces de l'ordre aussi qui sont dans la boucle. Et progressivement, au fur et à mesure des rencontres, va naître entre eux l'idée qu'ils sont un groupe de responsables qui partagent la même charge éducative pour les jeunes de la ville. Des adultes qui partagent la charge éducative des jeunes. Certes avec des modalités différentes, dans des temps différents, avec des objectifs différents évidemment, mais ils partagent cette responsabilité. Et de ce constat, de cette prise de conscience, vont naître un certain nombre d'initiatives que je ne vais pas détailler au service de cette jeunesse. Concertation renforcée entre les institutions, partage de ressources, développement d'activités communes ou complémentaires entre le public, le privé, complémentaires entre le centre social et les établissements scolaires, construction de projets éducatifs communs, etc., etc., etc. Voilà. Là, on est dans ces trois exemples que je viens de vous donner, dans une forme de préfiguration bien antérieure au pacte éducatif global, mais qui montre de façon assez simple comment est-ce que des projets peuvent se mettre en place, se mettre en œuvre et être des réponses concrètes ou des applications concrètes du pacte éducatif global. Voilà, merci. Je vais passer maintenant la parole à Michael, qui va nous parler d'un projet qui concerne aussi tout le monde, le projet ICANN, Je peux. Merci Louis-Marie. Quelques instants pour vous parler de la démarche ICANN, Moi je peux, qui est donc une occasion de répondre à cet appel du pape François. La démarche ICANN, Moi je peux, c'est en partenariat avec l'OIEC et DFC, Design for Change, qui a lancé cette démarche en Inde en 2009, du coup qui est relayée à travers le monde. C'est l'occasion de suivre une méthodologie simple et puissante en 4 étapes qui mobilise intégralement la personne et qui amène à changer la réalité personnelle, sociale et environnementale. On voit ici sur la diapositive les 4 étapes, donc identifier, imaginer, réaliser et partager. Cette étape peut se vivre au sein d'une classe, au sein d'une école, et un calendrier est proposé pour l'enseignement catholique en France cette année avec un dépôt des candidatures jusqu'au 8 janvier. Jusqu'au mois de mai, les classes travaillent sur leurs projets. Les méthodologies est disponible sur le site internet. Je remettrai tout à l'heure une page supplémentaire. Et à partir du 31 mai, on recevra, du coup, on vérifiera, on étudiera tous les dossiers proposés. Les documents qui reprennent cette démarche seront disponibles sur le site internet d'ici une quinzaine de jours et vous pourrez les retrouver sur cette adresse enseignement-catholique.fr/moi-je peux pour retrouver toutes les informations. C'est une présentation très rapide. Je te redonne la parole, Joseph. Grand merci, Michael, de cette présentation d'ICANN, parce qu'effectivement, c'est une des dimensions qui tient à cœur au pape François. Il est souvent
il nous redit souvent avec et pour les jeunes, et pas simplement pour les jeunes. Et donc cette initiative qui s'inscrit dans le pacte éducatif mondial, même si elle lui est aussi pour partie antérieure, bien permet aussi de rendre des jeunes et même des enfants un acteur du changement. Parce que c'est bien ici tout l'enjeu, d'être capable de ne plus faire comme on a toujours fait, au motif qu'on a toujours fait comme ça. Le constat du pape, c'est de dire que en fait, ça ne fonctionne plus et qu'il faut oser. Alors j'ai en tête, avant de passer à la suite, une petite phrase du romancier français bien connu Bernard Werber qui dit « 1 + 1 = 3 ». Alors, pardon auprès des profs de maths par avance, mais ce que Bernard Werber vient de nous dire tout simplement, c'est que la somme de ce que nous pouvons faire ensemble dépasse la simple accumulation de ce que chacun peut faire de son propre côté. Et on le voit bien aujourd'hui au risque d'une fragmentation, au risque de cloisonnement et d'étanchéité qui font qu'on n'y comprend plus rien. Alors, comment s'inscrire aujourd'hui dans cette dynamique du pacte éducatif mondial? Voilà, on va pouvoir réfléchir un petit peu librement à plusieurs voix avec Philippe Richard, Louis-Marie Piron et puis Michael Gac. Et puis, on va poursuivre ce débat ensuite avec vous, avec vos questions. Je vous rappelle qu'il est tout à fait possible de poster des questions et des réactions dans la fenêtre de chat qui normalement s'affiche dans le logiciel avec lequel vous suivez ce webinaire. Je le disais un petit peu en introduction, dans un monde confiné, reconfiné, déconfiné, qui s'interroge sur des contacts extérieurs, de la proximité, on pourrait dire que c'est mal tombé, cette question du pacte éducatif global qui nous parle d'ouverture, de collaboration, de rencontre. Alors pour autant, il est quand même possible déjà, en réfléchissant sur ce que cette dynamique du pacte éducatif global pourrait déjà produire au sein de nos communautés éducatives. Je fais référence ici tout simplement à nos propres cloisonnements. Alors, on en connaît plein, hein, entre l'éducatif, le pédagogique, entre l'éducatif, le pédagogique et l'animation pastorale, voilà, on a plein, on sait très très bien faire des cloisonnements, avec le risque aussi d'entrer finalement dans cette fragmentation où chacun finit par voir que sa propre partie et ne sait plus forcément la relier à un tout. Je pourrais en donner un tout petit exemple qui vient du précédent confinement, le premier. Vous savez, on a vécu cette continuité pédagogique un peu comme on a pu, avec les moyens du bord, numériques essentiellement, et puis sans préparation. Hein, ça a été intéressant de voir que certains élèves nous ont dit « attention, 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 on ne s'en sort plus ». Parce que quand on voit la somme de ce que nous envoie le prof d'anglais, la somme de ce que nous envoie le prof de maths, la somme de... on a l'impression chacun qu'il n'y a qu'une seule matière. Et bien nous, on prend tout ça, voilà. Typiquement, et il s'agit de jeter la pierre à personne, hein, bien sûr, mais typiquement, voilà ce que la logique du pacte éducatif global pourrait questionner dans un premier temps. Comment sommes-nous co-éducateurs les uns avec les autres en prenant en compte l'ensemble et pas simplement ma propre responsabilité? Vous voyez derrière, hein, derrière on a ce risque qui est déjà celui de la société, qui est le risque concurrentiel. Hein, le pape François a parlé de ce paradigme consumériste. Voilà, il y a un risque concurrentiel déjà à l'intérieur de l'école et même à l'extérieur, parce qu'à cela vont s'ajouter, alors dans les bons jours, hein, la musique, le théâtre, le sport, les loisirs, etc. Et on a quelque chose qui ne laisse plus respirer la personne, qui ne la laisse pas s'épanouir, mais qui au contraire risque finalement de l'oppresser et de l'empêcher de grandir en liberté et de penser à la justice, à la paix, etc. Voilà, donc comment est-ce qu'on pourrait travailler davantage à un décloisonnement à l'intérieur de nos communautés éducatives pour vivre tout simplement, voilà, ce 1 + 1 = 3 à notre façon. Et alors, ce sera intéressant parce que ça va nous permettre, au moment où il sera possible de pouvoir se situer, Louis-Marie Piron va nous en parler dans quelques instants, dans l'environnement local plus large, hein, la ville, l'église locale, les mouvements et associations, parce qu'il y aura à gérer aussi ce risque d'une concurrence entre tel mouvement, telle association. Si chacun veut placer ses affaires, on ne va pas s'en sortir. Hein. L'école n'est pas une somme de parts de marché qu'il faudrait investir, mais vraiment, comment est-ce que ça va pouvoir être une œuvre collective au service finalement de la croissance des enfants et des jeunes. Alors on a la possibilité, pendant ce temps encore un peu confiné, d'expérimenter ça
déjà entre nous dans nos communautés éducatives. Et le premier temps, peut-être pour le faire, c'est déjà de faire un état des lieux, de se questionner sur l'état des collaborations actuelles. Qui collabore avec qui, quand et comment? Qui a une idée du parcours global de tel ou tel élève? Voilà. Il y a plein de petites choses à imaginer. Et je vais passer maintenant la parole à mes compagnons, Louis-Marie Piron peut-être en premier, pour poursuivre. Oui, merci Joseph. Je voudrais effectivement rebondir en disant, tu as parlé de décloisonnement, et effectivement ça me semble très très juste. Mais avant cela, je voudrais noter que ce pacte éducatif global, qu'on le situe au niveau mondial ou au niveau local, bien sûr, ces deux niveaux ne sont pas en concurrence, ils sont en mouvement, en articulation. Et c'est le mouvement entre le global et le mondial qui va donner la vitalité aussi à ce pacte éducatif. Et en cela, l'ouverture internationale de nos établissements peut être un facteur très intéressant et un vecteur très intéressant d'enrichissement pour les pratiques en allant voir ce qui se fait ailleurs. Moi, je pense que pour aller un petit peu plus loin par rapport à ce que dit Joseph et intégrer cette réflexion dans l'établissement et son positionnement dans un environnement, sur un territoire, eh bien, il faut effectivement penser de plus en plus nos établissements comme des centres d'éducation intégrale. Évidemment, nos établissements sont des lieux d'instruction. On serait à côté de notre mission si on ne remplissait pas notre rôle de transmission des savoirs académiques et de préparation aux examens. Ça, globalement, on le fait plutôt pas mal, hein. Voilà. Mais la notion d'éducation intégrale va beaucoup plus loin et nous invite à sortir du saucissonnage. Et je pense que la rentrée par une logique de parcours d'un élève, quand un élève rentre dans un établissement, qu'est-ce qu'il va avoir comme apport, comme construction personnelle, éléments de construction, qu'ils soient académiques, mais qu'ils soient aussi humains, qu'ils soient sociaux, etc., dans l'établissement, mais aussi en dehors de l'établissement. C'est-à-dire que nos établissements pourraient assez simplement devenir des ressources communautaires pour l'ensemble quand je dis communautaire, c'est au sens de la ville, de l'environnement, du territoire. Il y a des véritables savoir-faire dans nos établissements, il y a de véritables savoir-faire éducatifs, des savoir-faire pédagogiques, mais aussi en termes de tout un tas d'autres ressources. Et le fait d'ouvrir nos lourdes portes, de faire tomber nos hauts murs, hein, souvent on se réfugie derrière tout cela, et c'est particulièrement vrai en période de Vigipirate, on se réfugie derrière ces hauts murs et on ferme nos portes et on veut surtout pas qu'il y ait d'ouverture et de regard, enfin le moins possible de l'extérieur. Au contraire, c'est le moment d'ouvrir les portes et de rentrer en interaction avec ce qui se passe à l'extérieur quand c'est envisageable et quand c'est possible. Je ne vais pas reprendre les exemples que j'ai évoqués tout à l'heure avec les clubs de sport ou les activités culturelles. Mais il y a plein de possibilités. Commençons déjà par ouvrir ces portes. Et puis, dans l'établissement, on voit bien qu'il y a des choses qui sont assez simples à faire, assez faciles à faire. On a un très bon exemple qui fonctionne dans nos établissements, avec le sport scolaire, avec l'UXEL. L'UXEL, c'est à la fois un rassemblement d'enseignants, d'EPS, de sport, qui enseignent des disciplines sportives qui sont des disciplines académiques, mais c'est aussi des disciplines physiques et sportives, me reprendrait un professeur d'EPS, mais qui font aussi des activités éducatives sur le temps hors scolaire, dans l'établissement. Il y a là un exemple très intéressant. Pourquoi ne pas faire ça avec des associations, des structures qui préparent au BAFA, par exemple? Pourquoi ne pas imaginer que l'on dise que tout élève de nos établissements, quand il arrive à 17 ans, eh bien, on lui propose de passer le BAFA, ce qui lui donne une compétence d'encadrement qui peut servir pour les plus jeunes, puis ça lui donne aussi une compétence pour encadrer des camps à l'extérieur, et on crée une interaction avec des structures éducatives avec qui on travaille en collaboration, pas côte à côte, pas en prêtant des locaux, mais en travaillant en véritable collaboration. Bref, pour finir, je dirais que ce qui peut être une voie d'entrée, une porte d'entrée dans le pacte éducatif global, c'est cette idée que nos établissements soient des lieux ouverts qui accueillent, mais aussi des lieux ouverts qui offrent. Voilà. Grand merci, Louis-Marie. Philippe Richard, Michael Gac, avez-vous des choses à ajouter sur ces propositions concrètes dès maintenant ? Oui, moi, si je peux dire quelques mots suite à ce que vient de dire Louis-Marie Piron, bon, je souscris totalement à ce qu'il vient de dire. Ces exemples étaient assez intéressants, hein, vraiment, on peut en prendre beaucoup de modèles. Mais je crois que pour avoir discuté, pour avoir parlé aussi avec tous les acteurs du pacte, pour avoir eu l'occasion d'en parler même avec le pape François lui-même, le pape François exige beaucoup plus encore. Hein, j'ai posé la barre assez haut, ce que vient de nous dire Louis-Marie, mais
le pape exige encore beaucoup plus, c'est-à-dire c'est un décloisonnement non seulement à l'école et aussi à l'extérieur de l'école, mais il faut même plus penser en fait en termes d'établissement scolaire. Le pape pense le pacte éducatif comme étant vraiment dans un espace élargi complètement dans lequel l'établissement scolaire n'est plus qu'un élément d'un ensemble. Et je crois que ce qui est très très important dans cette dynamique de pacte, c'est vraiment d'aller et d'amener nos élèves à rencontrer des populations qu'ils vont jamais rencontrer à aucun moment. De pouvoir, alors les exemples de Louis-Marie étaient très intéressants, mais je pense qu'il faut même encore aller un petit peu plus loin et par exemple se dire, mais il y a deux écoles, une école publique, une école catholique, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble? Il y a des jeunes qui sont dans des quartiers qui ne vont pas à l'école ou qui sont en situation de, par exemple, d'échec scolaire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur proposer? Quels sont les mécanismes qu'on va mettre en place? Il y a des parents qui sont de la première immigration. Comment est-ce que l'école, qui est un lieu de savoir, va pouvoir aussi aider des parents à apprendre, ne serait-ce qu'à lire, à écrire? Et je pense que le pape est vraiment dans une dynamique qui dépasse complètement nos propres représentations. Il faut qu'on change de paradigme. Et je voudrais en parler beaucoup plus, mais je pense que vous avez bien compris ça. Et je termine juste avec un petit exemple. Le pape nous dit souvent, mais quand j'étais à Buenos Aires, j'ai dit une congrégation de sœurs, je leur ai dit, mes sœurs, vous avez des établissements ici à Buenos Aires, écoutez, prenez la moitié de votre communauté et allez créer des établissements là-bas en Patagonie où il y a des tas de jeunes qui ne vont pas à l'école. Et là, vous serez vraiment dans le vrai. Et par exemple, je veux pas rentrer dans une logique institutionnelle, mais on voit bien qu'on a des tas de quartiers en France, il y a 110 quartiers qui sont complètement abandonnés, dans lesquels il se passe rien au niveau éducatif. Comment est-ce que l'éducation catholique, par exemple, pourrait prendre sa part? Non pas toute seule, mais par exemple, je sais pas moi, de créer des structures éducatives qui ne sont pas forcément catholiques, mais qui soient portées par des catholiques, mais dans le sens de pouvoir aussi participer à ce que des jeunes qui sont en dehors de l'école, qui n'ont jamais été à l'école ou qui sont dans des circuits d'économie underground et tout ça, puissent aussi à un moment donné recevoir une part de l'héritage éducatif. C'est en ce sens que c'est un peu révolutionnaire quand même. Alors, bien sûr, toutes les écoles ne sont pas appelées à ça, c'est clair, mais il y a bien dans le langage du pacte éducatif une espèce de vision qui est celle qu'on trouve dans l'Évangile. Le Christ est là, il est au bord du lac, et puis il voit des pêcheurs qui sont en train de tirer leur filet. Ils ne se connaissent pas, il dit venez, suivez-moi. Et les gars, ils laissent les filets, ils le suivent. Bon, alors on n'est pas tous appelés à une radicalité pareille, mais je pense que le pacte éducatif porte en lui-même fondamentalement la marque d'une radicalité. On n'a plus le temps de faire ce qu'on a peut-être fait plus ou moins bien avant. On doit encore aller beaucoup plus loin. On est dans une logique de donner au monde une chance. Les projets ICANN dont a parlé Michael, c'est des projets qui sont faits justement pour sortir de l'école. Schola Securentes, c'est un projet qui est fait pour sortir de l'école, pour par des populations qui sont pas dans l'école, par exemple. Voilà, donc je voulais quand même vraiment insister sur ce point et je crois qu'on a inventé aussi beaucoup de choses. Grand merci Philippe Richard. Alors c'est le temps maintenant des questions que vous avez pu poser via la fenêtre de chat. Alors on va simplement se les répartir entre nous. La première qui est posée par Isabelle dit ceci, ok pour la dimension solidaire, mais comment intégrer la dimension spirituelle qui fait notre spécificité. Alors, je pense qu'on a eu quelques clés de compréhension de cette question. D'abord, ce qui fait agir le pape, ce qui fait formuler au pape cette nécessité d'un nouveau pacte éducatif, c'est rien d'autre que l'Évangile. Philippe Richard vient de nous le rappeler. On aurait pu donner d'autres exemples. Voilà, face à une foule qui est là et qui a faim, et les disciples qui disent on n'a que quelques pains et poissons, que dit le Christ? Mais donnez-leur vous-même à manger. Et non seulement chacun mange, mais il en reste. Alors voilà, il y a quelque chose de profondément évangélique dans ce qui fait agir le pape François et dans ce qui le fait nous proposer et proposer largement ce pacte éducatif global. En même temps, le pape, il a le souci
de maintenir les différences. Il a le souci que chacun puisse apporter ce qu'il peut apporter. Et donc, ce souci de la convergence. Si l'ONU dit telle chose, au nom de l'ONU, mais que ce que dit l'ONU va aller dans le sens de ce que dit l'Évangile, eh bien, faisons-le ensemble. Et nous, chrétiens, portons-le au nom de l'Évangile. Voilà, je pense que la dimension spirituelle du pacte éducatif global se situe ici. Il ne s'agit pas pour nous d'abandonner, effectivement, ce qui nous fait être. Au contraire, il s'agit de le mobiliser encore davantage. Simplement d'être capable de le mobiliser avec d'autres qui vont mobiliser autre chose. Et c'est une façon aussi de construire de la fraternité. Alors, ça ne fonctionne pas si on considère notre dimension spirituelle simplement comme une cerise sur le gâteau qui serait simplement l'aspect cultuel et confessant. Mais je pense que si on va vraiment aller chercher de quoi nous motiver dans l'Évangile, c'est pas simplement nous on le fait et puis les autres ils ont qu'à le faire, c'est on peut le faire ensemble, chacun en le fondant de façon différente. Alors, j'ai proposé aux autres intervenants des réponses brèves. Je vois que la mienne est déjà trop longue. Alors, je voudrais maintenant formuler une autre question qui est posée par Charles-Henri, le frère Charles-Henri Moulin, qui demande, et ça c'est peut-être une question pour Philippe, d'où vient ce terme pacte? Je ne suis pas sûr que l'expression parle encore à nos contemporains, même si je suis parfaitement d'accord avec l'idée. Alors, Philippe parle de pacte, il parle aussi d'alliance. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Alors après, oui, sur le terme pacte, il y a peut-être aussi un problème de sémantique qui vient aussi peut-être de la langue espagnole que le pape utilise, mais l'idée de pacte, c'est quand même un terme fort, c'est-à-dire c'est l'alliance, hein, c'est comme voilà, l'idée du pacte, c'est vraiment la culture du dialogue, c'est l'engagement. Il y a l'idée de l'engagement dans le pacte. On s'engage, hein, on va faire un pacte. Je rappelle que le pape a utilisé aussi des termes qui sont compréhensibles par la société civile. Et la société civile, quand elle s'organise sur des grandes questions internationales, elle n'hésite pas à utiliser ce terme qui a peut-être un sens un peu juridique, qui est le pacte. Je pense par exemple au pacte économique, sociaux et culturel, le pacte des droits civils et politiques, ces deux grands pactes de 66 qui ont été en quelque sorte des éléments de compréhension de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et je pense que le pape s'inscrit dans ce langage-là aussi pour montrer l'importance de trouver des dénominateurs communs sur lesquels on va s'engager de manière solennelle. Voilà. Voilà, merci Philippe. Alors d'autres questions autour de ce déploiement de ce pacte éducatif mondial, et notamment une qui souligne que on a l'impression de vivre dans un monde où tout est urgent. Alors l'écologie c'est urgent, l'éducation c'est urgent, bref. Comment est-ce qu'on fait un petit peu pour arbitrer, s'il faut le faire, entre toutes ces urgences? Ou est-ce que le pape ne nous propose pas, là aussi, finalement, de faire d'une pierre plusieurs coups, hein? C'est l'hypothèse peut-être qu'il pose en l'affirmant, c'est plus qu'une hypothèse pour lui, c'est ce tout est lié. Et effectivement, nous avons, nous, cette tentation permanente d'isoler, de fractionner, de mettre les choses sous la forme d'un cumul. Et peut-être que le pape nous invite là à une approche qui soit plus de l'ordre de la mosaïque, c'est-à-dire prendre un peu de hauteur pour que ces petits carrés de différentes couleurs qui ont l'air finalement de se télescoper les uns les autres peuvent tout à fait former une image. Alors on n'aura pas fini évidemment d'épuiser ces perspectives, on n'en est qu'au début sans doute, mais peut-être encore une autre question à Philippe. Est-ce qu'on a une idée à Rome du calendrier finalement qui se redessine, on va dire, au niveau mondial et peut-être du point de vue plus particulièrement du pape? On avait parlé de ce village de l'éducation. Est-ce qu'on a une idée d'un calendrier qui se reprofile voilà, pour s'accompagner les uns les autres autour de cette démarche, ou est-ce que c'est encore trop tôt, Philippe? Alors, calendrier, je rappelle que c'était au mois de mai, je crois, le 14 mai, il devait y avoir une semaine de rencontres à Rome autour de cette question du pacte. Malheureusement, ça n'a pas pu avoir lieu. Donc, le 15 octobre, le pape a annoncé par un message vidéo les grandes lignes de l'engagement qu'il nous propose de prendre avec lui.
Et on attend donc des temps meilleurs pour reprendre cette question-là d'une rencontre un peu festive où les engagements seraient, entre guillemets, signés. Donc là, on est vraiment dans une phase actuellement de présentation du projet et de mise en route et de production déjà d'éléments de réponse. Mais je crois que pour l'instant, tout est un petit peu lié à la crise de la Covid-19 et on attend avec impatience de sortir de ça pour pouvoir lancer des initiatives plus concrètes. Merci Philippe. Mais je voudrais juste revenir sur la question de l'urgence qui est liée quand même au calendrier. Vraiment dans l'esprit du pape François, il y a aucune hiérarchisation dans les urgences. C'est-à-dire il y a une urgence, c'est la situation globale du monde, avec tous les aspects qu'on a évoqués. Donc l'éducation, et pour le pape, c'est clair, il l'a dit, il l'a écrit des dizaines et des dizaines de fois, l'éducation est un chemin pour humaniser le monde. Donc là, c'est ça l'urgence, l'humanisation du monde. Donc chacun va prendre une partie du travail, mais l'urgence, elle est immédiate. Il ne faut pas qu'on attende qu'il y ait un événement dans un an ou deux pour lancer ça. Je crois qu'on est déjà dedans depuis 20 ou 30 ans, déjà en arrière. Alors, trois questions qu'on va pouvoir répartir avec ceux qu'elles intéresseront, peut-être Louis-Marie, ou Michael, ou Philippe à nouveau. Voilà, une question sur ce lien avec les entreprises, je vais les dire toutes d'un coup, avec ces liens et petites entreprises. Comment est-ce qu'on pourrait essayer déjà, elles, peut-être de les sensibiliser, de les informer de l'existence de ce pacte éducatif global? Est-ce qu'il y a des suggestions? Est-ce qu'il y a déjà des manières de faire qui existent, des initiatives allant déjà dans ce sens? Une question aussi autour de comment est-ce qu'on construit de la communion dans une communauté éducative. On a parlé tout à l'heure de ces plans qui ont du mal à être pour eux les uns aux autres, l'éducatif, l'animation pastorale, le pédagogique, les animations sportives, l'UXEL, etc. Chacun peut être tenté. Ça ne veut pas dire que ça se fait à chaque fois, mais tenté finalement d'avancer pour sa propre paroisse. Comment est-ce qu'on pourrait mieux faire les choses ensemble au service déjà à l'interne d'une communauté éducative, d'un projet global? Et puis peut-être une autre question sur plus précisément les enseignants qui aujourd'hui sont pas tellement formés de cette façon-là. Alors même si beaucoup de choses ont progressé, notamment avec un certain nombre de travaux interdisciplinaires, etc., qui ont lieu. Voilà. Mais comment est-ce qu'on pourrait peut-être accentuer la formation des enseignants pour les aider, en tout cas du point de vue de l'enseignement catholique, à apprivoiser et peut-être à entrer, peut-être à être créatifs eux-mêmes sur ce nouveau paradigme auquel le pape François appelle. Alors peut-être cette question sur les relations avec les entreprises, Louis-Marie Piron. Oui, merci. Je l'élargirai aux relations avec tous les acteurs que côtoie l'établissement. Les relations avec les entreprises du milieu de vie, du bassin de vie dans lequel est implanté l'établissement, elles ne doivent pas être uniquement autour du pacte éducatif global. Il y a tout un tas d'autres raisons, d'autres domaines où des relations sont possibles et souhaitables. Il faut, même si ce sont deux milieux différents, le monde économique et le monde éducatif, se doivent mutuellement dialogue, de façon à pouvoir être en connaissance les uns des autres et en harmonie. On voit trop souvent le milieu éducatif qui nous dit mais à l'école vous leur apprenez rien, et on voit trop souvent l'école qui dit mais dès qu'ils partent dans l'entreprise ils sont perdus, ils oublient tout. Enfin voilà. Donc il y a des choses à jouer au-delà du pacte éducatif. Mais je pense que cette question est quand même intéressante parce qu'elle nous oblige à réfléchir à des petits pas. Vous savez, le pacte éducatif global, c'est comme quand on marche sur les rochers. Quand on marche sur les rochers, il faut regarder loin pour ne pas aller se noyer vers l'océan et ne pas voir la marée qui monte. Donc il faut voir les horizons, il faut voir loin les horizons que Philippe a évoqués sur l'idée d'une école qui se décloisonne complètement, qui va aux périphéries. Enfin, je ne vais pas reprendre tout ce qu'il a dit. Donc il faut regarder l'horizon. Mais quand on marche sur les rochers, si on ne fait que regarder loin, eh bien à un moment, on va louper un rocher, on va glisser sur des algues et on va se casser la figure. Donc il faut aussi regarder tout près. Il faut faire ce lien, cette articulation entre le lointain et le proche. Et le proche commence par des choses toutes simples, des petites choses toutes simples. On peut tout à fait imaginer d'associer, alors il y a plein de façons de faire, je ne vais pas rentrer dans les détails, à l'occasion de stages,
il y a des stages à différents niveaux de la scolarité des élèves, mais aussi à l'occasion de présentation de parcours professionnels. Enfin, il y a différentes, ou à l'occasion de diverses occasions. Quand on a des entreprises qui viennent travailler dans l'établissement régulièrement, pourquoi est-ce qu'on n'imaginerait pas à un moment qu'avec les gens qui viennent régulièrement, on prenne 2 minutes pour parler du projet d'établissement et leur expliquer que quand ils sont dans l'établissement, de fait, à partir du moment où un adulte rentre dans un établissement, il a une mission éducative. À partir du moment où un adulte est en relation avec un jeune, il est dans une posture d'éducateur. Donc, travailler sur des sensibilisations soft dans un premier temps, il ne s'agit pas d'être des ayatollahs ni du pacte ni de l'éducatif, mais on peut tout à fait, dans un premier temps, rentrer dans ces relations éducatives, prise de conscience éducative pour les gens que l'on côtoie, que ce soit des entreprises ou que ce soit d'autres structures extérieures à l'établissement. Voilà, il est malheureusement le temps de nous quitter. Peut-être un tout petit mot très très rapide sur la communion éducative à l'intérieur d'un établissement scolaire. Voilà, comment est-ce que l'éducatif, le pastoral, tout ça se collabore. C'est justement le rôle du projet éducatif et du projet d'établissement que de travailler et de réfléchir à ces porosités et à ces interactions. Alors ça peut être aussi l'occasion de reprendre ce travail-là avec un chef d'établissement, une communauté éducative. Chacun peut y apporter sa part et quelquefois aussi le suggérer. Et bien évidemment, on n'aura pas fait le tour de cette question. C'était d'ailleurs pas le but de ce webinaire. Et c'est pour cette raison-là que vous trouverez, provisoirement en tout cas, un certain nombre de petites ressources qui vous permettront soit de reprendre le propos qui peut-être vous a semblé très vaste. Alors, quelques petits documents qui sont l'instrument de travail que le pape François avait offert pour qu'on puisse entrer dans cette dynamique et la découvrir, mais aussi, c'est très long, enfin c'est un peu épais, pardon, ça vaut le coup d'être lu, mais c'est un peu épais. Il y a aussi quelques discours, pas tous, mais les plus essentiels, souvent les plus courts d'ailleurs, que le pape François a produit depuis septembre dernier. Nous avons dû vous en mettre 3 ou 4, pas plus, et souvent les plus longs font un recto verso, peut-être même 3 pages, voilà, qui permettent d'aller sur la substantifique moelle de la dynamique de ce pacte, de cette alliance éducative globale. Puis enfin, vous trouverez une petite présentation très pratique et très compacte préparée par Jérôme Brunet, qui est le responsable adjoint du secrétaire général de l'enseignement catholique en France, et qui reprend aussi de façon très imagée les différentes articulations de ce pacte éducatif global. Alors, ça ne fait que commencer, il n'est pas trop tôt pour s'y mettre, et chacun peut s'y mettre à sa façon, en prenant voilà, ce pacte par une poignée, celle qui lui semblera être la bonne, mais surtout, on l'a compris, avec d'autres. Alors, avec d'autres, je suis heureux de remercier Philippe Richard, grand merci, Louis-Marie Piron et Michael Gac. Merci à tous les trois pour ce webinaire, et puis vous retrouverez aussi le diaporama de Philippe Richard dans le pièce jointe, en lien, en commentaire finalement, de ce webinaire lorsqu'il sera accessible très prochainement sur les chaînes YouTube du département éducation du secrétariat général de l'enseignement catholique. Merci à tous, bonne soirée et puis bon pacte éducatif. À bientôt.